All rise, vous vous levez. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Bonjour. L'audience est ouverte. Madame le greffier d'audience, veuillez appeler l'affaire, s'il vous plaît. Thank you, Madam President. Merci, Madame le Président. Situation en République de Côte d'Ivoire en l'affaire Laurent le Gbagbo, procureur contre ICC Laurent Gbagbo, 02-11-01-11. ICC 02-11-01-11. Je vous remercie. D'après notre emploi du temps, nous procédons aujourd'hui aux observations finales des parties et du représentant légal commun des victimes, en commençant par le procureur. Maître McDonald, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, Madame la Présidente, honorable juge, permettez-moi de revenir sur les remarques d'ouverture de Madame la procureure. Les charges qui font l'objet de ces procédures ne concernent que les actes et la responsabilité pénale individuelle de M. Laurent Gbagbo. Ces charges ne sont pas portées contre le peuple de Côte d'Ivoire, ni contre un segment de la population. Les charges ne sont pas portées à l'encontre de groupes politiques, nationaux, ethniques ou religieux de Côte d'Ivoire. Les charges portées le sont contre M. Gbagbo qui a commis des crimes, et ce, à l'encontre de l'ensemble de la population de Côte d'Ivoire. Il est aussi utile de rappeler que l'accusation, dans le cadre de ses enquêtes et de ses poursuites, a sélectionné 4 incidents qui sont représentatifs des crimes commis par les forces pro-Gbagbo lors de la crise post-électorale de décembre 2010 à mai 2011 et qui engagent la responsabilité de M. Gbagbo. Nous n'avons pas l'intention cet après-midi de revenir sur l'ensemble des présentations de l'accusation. L'accusation, de manière précise et concise, s'est attardée de revenir lors de ses présentations sur les éléments de preuve les plus saillants. La Chambre a maintenant non seulement le document contenant les charges, la liste des éléments à charge, mais vous avez aussi le fruit de nos présentations. Il revient donc maintenant à la Chambre, à cette Chambre, et uniquement celle-ci, de décider de renvoyer M. Gbagbo à procès ou non. L'accusation s'attardera dans ses conclusions orales à revenir sur certains des éléments de preuve et arguments avancés par la défense de M. Gbagbo. Il est bien certain, vu le temps imparti, que nous ne pouvons revenir sur l'ensemble des éléments de preuve ou arguments avancés par la défense. Toutefois, permettez-nous, dans un premier temps, de revenir sur certains éléments qui serviront d'exemple afin d'illustrer nos propos.
Par la suite, je vais céder la parole à mon collègue, M. Garmetzer, qui reviendra sur la question de la responsabilité pénale de M. Gbagbo. Je reprendrai enfin la parole pour conclure notre présentation. Revenons sur l'incident de la RTI. Au transcrit 18, ET, page 41, lignes 17 à 27, la défense affirme que la vidéo 0001 0570 de la défense montre Guillaume Soro s'adresser aux soldats et militaires soutenant le camp Ouattara en leur demandant de se tenir prêts et d'être mobilisés pour aller à la télévision. Ensuite, cette vidéo montre les instructions précises données aux militaires d'Alassane Ouattara de se rassembler le jeudi 16 décembre 2010 avec tout l'équipement militaire de combat. La défense n'a présenté qu'un court extrait de cette vidéo. Elle a omis de montrer le début de ce bulletin de nouvelles présenté à la RTI. Nous vous proposons donc de visionner le début de cette vidéo. Je répète, la vidéo se terminant par les chiffres 0570 de la défense. Alors nous procédons du début jusqu'à la minute 2.31. L'implication de l'ONUCI dans la marche infernale du 16 décembre dernier, des images de l'hôtel du Golfe montrent clairement l'implication des soldats de l'ONUCI dans ce qui s'est passé à Abidjan ce jour-là. Le reportage de Mambouabi. Rendons-nous au Golf Hotel 2 jours avant le fameux jeudi 16 décembre, prévu pour être une grande marche pacifique du groupement politique d'Alassane Ouattara. Les 2 anciens premiers ministres ivoiriens cherchent des solutions pour créer l'étincelle. Depuis 2 semaines, les effets d'annonce des décisions et des menaces contre le président ivoirien élu, Laurent Gbagbo, n'ont pas produit les réactions escomptées au sein de la population qui semble être indifférente à leur cause. Après plusieurs rencontres avec leur état-major civil, Alassane Ouattara et Guillaume Soro décident de créer une grande manifestation les jeudis 16 et vendredi 17 décembre. 1. Le jeudi 16 décembre 2010, le gouvernement, au grand complet, se rendra dans les locaux de la RTI pour y installer le nouveau directeur général, M. Brou Aka Pascal. 2. Le vendredi 17 décembre 2010, afin de faire face aux préoccupations des Ivoiriens et surtout pour abréger les souffrances des populations, le gouvernement au grand complet tiendra le conseil de gouvernement dans les locaux de la primature, ici au plateau. Le ministre Patrick Hachi, porte-parole du groupement politique, donne les contours et la nature de la manifestation devant la presse internationale. Le Premier ministre a adressé, comme je vous l'ai dit, des courriers en tant que ministre de la Défense aux forces de défense et de sécurité qui assurent donc la coordination des marches comme d'habitude. A adressé également un courrier aux forces de l'ONUCI. Vous savez que le mandat de l'ONUCI, c'est de sécuriser et de protéger les civils. Je crois que c'est là le lieu d'insister encore là-dessus. Un courrier leur a été adressé et je n'ai aucun doute qu'ils assureront la sécurité, donc les civils et les citoyens qui participeront à cette marche pacifique. Je rappelle encore une fois de plus qu'il s'agit d'une marche pacifique, de citoyens, de civils. Une fois L'extrait suivant, c'est l'extrait qui nous a été présenté par la défense. Je crois qu'il faut resituer donc cette vidéo dans son contexte et les propos dans leur contexte. D'ailleurs, l'accusation encourage la Chambre à visionner l'ensemble de la vidéo, car la Chambre pourra noter que l'un des objectifs de la RTI dans ce bulletin
est de démontrer, et je cite à la minute 7.52, une collusion entre l'Organisation des Nations Unies et l'organisation politique d'Alassane Ouattara. Cette vidéo, nous vous soumettons, confirme aussi qu'à cette époque, la RTI est au service de M. Gbagbo. D'ailleurs, la RTI associe le pic de la crise à l'ONU et à son représentant, M. Choi, qui aurait, et je cite, toujours le bulletin, tenté de faire accepter des résultats illégaux aux yeux de la Constitution ivoirienne après le deuxième tour des élections. Vous trouverez cet extrait à la minute 8.02. Cette association, cette collusion, nous amène d'ailleurs à la pièce de l'accusation 002-0598, plus précisément à la page 0608. Et je m'excuse, le rapport, il n'y a pas de version française, je vais donc le citer en anglais. Il s'agit du Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, le rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Paragraphe 34. Through the state-run media, radio-diffusion, télévision ivoirienne, la radio-télévision diffusion ivoirienne, RTI, radio-télévision d'État, le camp Gbagbo envoie systématiquement des messages ayant un contenu de haine et de xénophobie visant les pro-RDP et les États membres d'ECOWAS. The RTI regularly presented distorted information présente régulièrement ces informations visant à encourager l'opinion publique, en particulier les jeunes patriotes, à attaquer les bâtiments de l'ONUCI. Madame la Présidente, honorable juge, revenons maintenant sur la question justement des jeunes patriotes et miliciens. Au transcrit T19ET, page 39, ligne 8, la défense affirme, et je cite, « Les parlements sont des lieux de réunion où des jeunes se rencontrent pour parler, pour débattre des sujets au cœur de l'actualité, de politique, mais aussi d'art, de culture, d'histoire. C'est un lieu de réunion pacifique et d'échange qui fait partie de la vie citoyenne en Côte d'Ivoire. » J'aimerais vous montrer un extrait de la vidéo de l'accusation 0002-0995. Cette vidéo a été présentée le 4 février 2011 dans le cadre de l'émission Reporter sur France 24. L'information, d'ailleurs, est toujours disponible sur leur site Web. Nous allons visionner les minutes 4:46 à la minute 9:23. Tout dépendant du piétage, c'est la minute 4 ou à 7:49. Pour suivre le contenu, je vous réfère aussi au transcrit de l'accusation 0007-0181, à la page 0185 jusqu'à la page 0187. Je tiens à m'excuser de la longueur de l'extrait, mais nous croyons qu'il est fort instructif de laisser parler ces jeunes patriotes et de leur message et de leur état d'esprit. Comme chaque jour depuis le début de la crise politique, les jeunes patriotes se réunissent en ce qu'ils appellent le Parlement. Depuis que la communauté internationale menace de déloger Laurent Gbagbo par les armes, c'est la guerre qui est à l'ordre du jour. Alors rapidement, le ton monte.
Nous ne voulons pas une intervention militaire en Côte d'Ivoire. Parce que gare à eux, si le Comore met ses pieds en Côte d'Ivoire, vraiment, ça sera une catastrophe pour toute la sous-région. La guerre en Côte d'Ivoire, une perspective qui pousse le mouvement des jeunes patriotes à se radicaliser. Direction Yopougon, autre quartier pro-Gbagbo. Aux quatre coins d'Abidjan, un mot d'ordre. Recruter. Nous allons lancer un recrutement, un grand recrutement de 1500 jeunes ici. Et d'ailleurs, les combattants sont en train de se faire enrôler. Nous n'avons pas peur de faire la guerre. Nous pensons que la guerre s'impose à nous. Puisque cette guerre s'impose à nous, nous allons la faire avec allégresse. Nous allons la faire avec joie. Ceux qui devraient mourir, mourront. Et nous qui resterons, nous resterons. L'international a décidé de livrer une guerre. Un discours sans équivoque qui fait mouche sur les plus jeunes. Cet homme veut nous le prouver. Il nous conduit au bureau de recrutement local. Les jeunes sont prêts à donner la parole. Attendez. Vous me filmez même. Ici, c'est le camarade Piekura Claude Raymond, secrétaire chargé des affaires extérieures du Parlement de Pougon, modérateur du jour. Ceux qui sont sur cette liste-là, qu'on va prendre pour tuer les casques bleus et les 2000 autres casques bleus qui vont venir. Ils seraient tués. Dès qu'ils mettront pied sur net, ils seraient égorgés. Nous sommes fatigués des rebelles, nous sommes fatigués des forces onusiennes. C'est pour cela que ce matin, nous allons organiser un recrutement pour recruter les jeunes et de manière volontaire. Des volontaires galvanisés par la propagande et les discours pro-Gbagbo. La Côte d'Ivoire, là, c'est mon pays. J'aime la Côte d'Ivoire. À part la Côte d'Ivoire, je n'ai plus autre pays. Je demande aux Français, surtout au président Nicolas Sarkozy, avec ses compagnons, c'est dans la société mafieuse il se trouve. Il ne s'imprègne pas de la situation ivoirienne et il prend des décisions bidons pour engloutir notre nation, mais il se trompe. Nous allons résister à tous les niveaux. Je suis prêt à lutter, à combattre, à lutter, à combattre et à tuer pour mon pays. La tension monte, nous quittons Yopougon pour éviter l'incident. Mais leur chef nous donne rendez-vous au centre-ville. Guy Berti, 40 ans, est le leader des jeunes patriotes que nous venons de quitter. L'échange est plus calme, mais le discours tout aussi déterminé. Ceux qui se regroupent, qui disent qu'ils vont envoyer des soldats pour venir enlever Laurent Gbagbo, ils vont marcher sur notre corps. Et ça, personne ne peut enlever ça dans la tête des milliers et des milliers de jeunes. Nous n'accepterons plus que qui que ce soit, à l'Élysée, à la Maison Blanche, partout qu'on nous dicte des lois. Nous n'accepterons pas ça. Et nous sommes prêts à défendre l'intégrité de notre pays jusqu'au dernier Ivoirien. Les irréductibles. Nous vous soumettons que cet extrait vidéo traduit bien l'état d'esprit qui animait ces parlements. Et n'ayez crainte, il s'agit bien du Parlement de Yopougon, le transcrit le confirme et la réécoute. Le bureau de recrutement se situait à Yopougon lors de la crise post-électorale. Cette vidéo indique aussi clairement que les jeunes patriotes étaient au service de M. Gbagbo. Cette vidéo corrobore aussi le témoin P108 qui affirme que Guy Berti, le dernier monsieur qu'on a vu sur cette vidéo, était bien le président du Parlement de Yopougon, l'un des bras droits directs de M. Bigoudé, qui, selon le témoin, distribuait les armes et était impliqué dans les événements qui se sont passés à Yopougon. Je vous réfère à sa déclaration de l'accusation 0013-0108 au paragraphe 28, 87 et 154. Madame la Présidente, honorable juge, j'aimerais revenir maintenant sur le livre
le commandant invisible raconte la bataille d'Abidjan. La défense s'appuie sur ce livre pour étayer sa thèse au sujet de la marche des femmes et du climat, entre autres, qui régnait à Abobo à l'époque de la crise. Au transcrit 19, page 12, ligne 13 à 25, la défense précise, et je cite, « Donc, pendant que certaines femmes faisaient mine de marcher, d'autres étaient couchées, et puis on a versé du sang du mouton sur elles. Et c'est cela que nos informaticiens ont filmé pour venir faire des montages. C'est comme cela que ça s'est passé. Ce sont des falsifications que nos informaticiens ont faites qui donnent l'impression que c'est de la réalité. Et à l'issue du montage, l'œuvre d'art a été présentée et mise sur la tête de Gbagbo. À ce moment-là, on citait le livre. Et la défense de continuer dans son exposé, ce récit, comme je l'ai indiqué, vient d'un membre du Commando invisible, du commandant du théâtre des opérations. Encore une fois, le procureur n'est pas obligé d'accepter, sans vérification, les paroles de cet ancien membre du Commando invisible. Mais il aurait dû, dans ses enquêtes, trouver ce récit. Il aurait dû se demander comment se fait-il que le communiqué officiel des forces pro-Gbagbo coïncide dans les points importants avec le récit d'un membre du Commando invisible. La défense n'a placé sur la liste des éléments de preuve qu'un extrait de ce livre, soit le chapitre intitulé « La guerre d'Abobo ». Posons-nous la question, c'est qui ce commandant? Qui est l'auteur de ce livre? Ce commandant se nommerait Semifia Sékou ou encore colonel Sékouba. L'auteur de ce livre porte également un pseudonyme, mais la page couverture indique Germain Séoué. Il se décrit comme autodidacte et journaliste au quotidien Le Temps. Le journal Le Temps, il n'est pas inutile de le rappeler, c'est un journal qui fait de la propagande pro-Gbagbo. Il n'est pas inutile de rappeler que ce journal titrait le 24 juillet 2012 « Les aveux des juges de la CPI ». Revenons au livre. Le dit commandant aurait été détenu à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, la MACA. Et les interviews auraient été réalisées au téléphone et par SMS. Oui, vous avez bien entendu, par SMS. Le commandant invisible, aussi, toujours selon le livre, voudrait ardemment témoigner devant la CPI. Il affirme détenir des preuves que M. Gbagbo, et je cite, page 9 du livre, serait innocent de tous les chefs d'accusation contre lui. Alors une question se pose. Pourquoi la défense s'appuie-t-elle seulement sur le livre? Pourquoi, comme pour d'autres témoins, une douzaine environ sur sa liste, à décharge, n'a-t-elle pas une déclaration du témoin lui-même? La réponse est simple. Parce qu'aucun commandant ne répond à ce nom. Aucun commandant qui porterait ce nom n'est détenu ou n'a été détenu en Côte d'Ivoire suite aux violences électorales. D'ailleurs, permettez-moi de lire les raisons pour lesquelles le journaliste en question n'aurait jamais rencontré le commandant à la prison. Alors je cite l'auteur, mais il est hors de question que je m'y rende. En tout cas, pas si tôt. D'abord, ces temps-ci, j'ai des handicaps physiques. Ensuite, cette visite peut m'attirer des ennuis. Chercher à rencontrer le commandant invisible à la MACA, avec tout ce que le pouvoir lui reproche en ce moment, ne serait pas prudent. Soyez rassurés, si le journaliste ne s'est jamais rendu à la MACA,
c'est tout simplement parce que le commandant invisible n'y était pas. Et pour revenir sur la phrase et la citation de la défense, ce livre est au service de M. Gbagbo. Il ne sert qu'à corroborer et a été écrit avec l'objectif de corroborer le communiqué officiel des forces pro-Gbagbo et non l'inverse comme allégué par la défense. D'ailleurs, ce livre a été écrit en 2012, publié en juin 2012. Madame la Présidente, honorable juge, l'accusation ne nie pas l'existence du commando invisible. L'accusation ne nie pas qu'il ait pu attaquer et tuer des FDS et des éléments de la police dans le quartier d'Abobo. Mais l'existence de ce commando ne justifie en rien le meurtre gratuit de civils. Ne justifie en rien le meurtre de femmes le 3 mars 2011. Et encore moins le bombardement du marché le 17 mars 2011. J'aimerais maintenant revenir sur la maxime latine auquel la défense a fait allusion à au moins 3 reprises. Testis unus, testis nullus. La défense a fait référence à cette maxime lors de sa présentation au sujet de l'incident du 17 mars 2011. Vous pouvez retrouver le tout au transcrit 19, ET, page 20. Elle a aussi fait référence à cette maxime lorsque, référant à un témoin de violence sexuelle au sujet de l'incident de Yopougon, toujours le transcrit 19, page 36. Et enfin, le transcrit toujours 19, page 42, toujours au sujet de l'incident de Yopougon. Mais que signifie cette maxime au juste? Eh bien, et loin de moi le désir de vouloir faire un cours de droit, il s'agit d'un vieil adage de jurisprudence qui s'emploie pour faire entendre que le témoignage d'un seul témoin ne suffit pas pour établir en justice la vérité d'un fait. Autrefois, on avait, en quelque sorte, plus d'égard à la quantité des témoins qu'à la qualité. Un témoin ne faisant qu'une demi-preuve. 2 témoins formaient la preuve entière. Est-il utile de rappeler que, évidemment, le droit a évolué depuis, et surtout, la règle 63, paragraphe 4 du règlement de preuve et de procédure de cette Cour, qui clairement établit qu'aucune corroboration n'est nécessaire pour prouver l'existence d'un crime, et en particulier en matière de violence sexuelle. Mais revenons sur le nombre de victimes civiles lors de l'incident de Yopougon. Je vous rappelle simplement la vidéo de l'accusation 0020-0395 qui corrobore l'incident et la mort de nombreuses victimes. Madame la Présidente, honorable juge, la défense fait grand cas aussi des éléments potentiellement à décharge fournis par certains témoins initiés de l'accusation tels P9, P11, P46. Je crois qu'il est utile de rappeler à la Cour, à cette Chambre, que les témoins ont été interrogés en application de la règle 55.2 et qu'il s'agissait aussi d'un premier entretien. Également, forcément vu leur position d'autorité et leurs allégeances à M. Gbagbo à l'époque des faits, ils ont pu chercher à se protéger. Ultimement, c'est ça qui est important, la Chambre doit apprécier leur déclaration au regard de l'ensemble des éléments de preuve versés au dossier et surtout à la lumière de l'objet spécifique et limité de l'audience de confirmation des charges. Madame la Présidente, honorable juge, j'aimerais maintenant citer le témoin P44, qui, je crois, traduit bien l'état d'esprit de M. Gbagbo au moment des faits.
et je m'excuse auprès des interprètes qui ont notre texte, j'ai sauté un paragraphe, sciemment sauté un paragraphe, vu le temps qui avance. Allons à la pièce 0014-0590, page 0597, les lignes 225 et suivantes. Et je cite le témoin P44. Eh bien, je n'ai pas apprécié ce qui s'est passé à la fin parce qu'on savait que c'est-à-dire, comme on dit dans notre jargon, qu'il pleut, qu'il neige, on allait partir. Ça veut dire que le président a accepté d'aller aux élections. Il a fait accepter tout ce qui est venu après. On pouvait éviter dans ce pays. Il n'allait même pas avoir une goutte de sang. Une goutte de sang n'allait pas verser dans ce pays si seulement le président Gbagbo acceptait à rendre le pouvoir. Il n'allait rien arriver à personne, mais moi, ça m'a fait trop mal, parce qu'il n'a pas voulu, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu quitter le pouvoir, mais en même temps aussi, il n'a pas tenu compte des gens qui le soutenaient, tout ce qui allait leur arriver. Il n'a pas tenu compte de tous ceux qui allaient mourir. Mais il n'a pas voulu quitter, mais il a quitté et il y a eu trop de morts. Il y a eu trop de personnes qui ont perdu des choses. Et moi, je pense que ça a été sa faute. Ces propos du témoin P44 au sujet du fait que M. Gbagbo n'a pas voulu quitter le pouvoir trouvent également écho dans l'avertissement de la haut-commissaire aux droits de l'homme. Le 29 décembre 2010, la haut-commissaire aux droits de l'homme a envoyé à M. Gbagbo et à certains de ses principaux conseillers en matière de sécurité des lettres dans lesquelles elle souligne qu'ils sont responsables de l'inquiétante situation sur le plan des droits de l'homme et qu'ils ont pour obligation de protéger les civils, et rappelle qu'ils sont personnellement responsables des violations des droits de l'homme et des atteintes au droit international humanitaire commises par les éléments des forces de sécurité se trouvant sous leur commandement ou sous leur contrôle. Pièce de l'accusation 0002, 0010, page 0022. Madame la Présidente, nous soumettons qu'au regard de l'ensemble de la preuve de l'accusation, vous avez des motifs substantiels de croire que les 4 incidents retenus se sont produits et que des victimes civiles en étaient la cible. Il ne s'agit donc pas de déterminer si les incidents se sont produits, car la preuve est là. Mais l'objet de cette confirmation est bien de déterminer s'il existe des motifs substantiels de croire que la responsabilité de M. Gbagbo est engagée par rapport à ces incidents. Nous soutenons que c'est le cas, et je passe maintenant la parole à mon collègue, M. Garmetzer, qui va revenir sur cet aspect. Je vous remercie. Good afternoon, Your Honors. Bonjour, Madame le Président, Madame, Monsieur le juge. Avant d'entrer dans les détails, j'aimerais rappeler que les éléments de preuve démontrent clairement que les 4 incidents ont été perpétrés par des forces pro-Gbagbo de manière coordonnée dans la poursuite d'un plan commun et en exécution des ordres de leurs supérieurs directs. Je le répète, c'est un lien important, c'est un élément de preuve qui montre un lien entre le terrain et les supérieurs. C'est important pour notre cause. Alors je vous invite à réfléchir à ce lien s'agissant des faits incriminés. Je vais à présent aborder un certain nombre d'éléments de preuve relatifs au mode de responsabilité. Je vais particulièrement parler des arguments avancés par la défense. Un des arguments clés de la défense visant à nier l'existence d'une structure organisée de pouvoir est la pénurie prétendue d'armes
dont disposaient les forces pro-Gbagbo. Or, les éléments de preuve montrent de manière abondante que les forces pro-Gbagbo disposaient de suffisamment d'armes. Des armes de guerre ainsi que des armes classiques ont été utilisées pour commettre les crimes. Outre les éléments de preuve qui ont déjà été évoqués au début de ces audiences de confirmation des charges, j'aimerais attirer votre attention sur la déclaration du témoin P164 à la page 0491 et la déclaration du témoin P239 à la page 0006. Certains des témoins privilégiés indiquent qu'il y avait une pénurie d'armes et que M. Gbagbo était préoccupé par cette pénurie d'armes. Cela dit, il est évident que les forces pro-Gbagbo disposaient de suffisamment d'armes pour commettre des crimes contre des civils non armés. De plus, M. Gbagbo a lui-même pris des mesures afin de fournir à ses forces des armes supplémentaires. Les éléments de preuve démontrent que ses subordonnés ont suivi ses ordres et ont acheté de telles armes, voire également le document 0021-1290. Comme l'a confirmé un rapport d'un groupe d'experts des Nations Unies, 0021-0125, paragraphe 33, ainsi que par les témoins P239 à la page 0007, ces efforts ont été couronnés de succès. En effet, peu de temps avant la crise post-électorale et pendant la crise post-électorale, le régime Gbagbo a reçu des armes supplémentaires. Durant les audiences de confirmation des charges, vous avez demandé à l'accusation de fournir un organigramme relatif aux jeunes miliciens et aux mercenaires pour montrer qu'ils étaient sous le contrôle de M. Gbagbo. Vous avez voulu que nous montrions également leur structure et comment ils ont été intégrés dans les FDS. Madame le Président, j'aimerais à ce stade vous présenter cet organigramme. Mon collègue va les mettre à disposition sur les écrans et des copies papier seront distribuées. La première diapositive que vous avez à l'écran montre la structure des jeunes miliciens. Au bas de l'écran, l'on peut voir les organisations qui ont été identifiées comme faisant partie de la galaxie patriotique et avoir pris part également aux actes violents. La galaxie patriotique ou les jeunes patriotes sont utilisés pour faire référence aux jeunes patriotes. Charles Blé Goudé était le leader incontesté de ces groupes et nous savons, d'après les éléments de preuve dont nous disposons, qu'il était très proche de Laurent Gbagbo et que celui-ci exerçait un contrôle sur les jeunes miliciens par le truchement de Blé Goudé. Le symbole de l'argent montre qu'il y a eu des paiements versés aux chefs des différents groupes de jeunes. De plus, nous avons Simone Gbagbo qui, d'après le témoin 44, a émis des ordres directs, a donné des ordres directs à Charles Blé Goudé. Nous savons également, d'après les éléments de preuve, que Simone Gbagbo ne pouvait rien faire à l'insu de son mari. Je voudrais attirer votre attention maintenant sur la diapositive suivante, qui démontre comment le CNRD est intégré dans la structure. Le CNRD, comme nous l'avons expliqué dans une précédente présentation, est une plateforme politique qui comprend des dirigeants politiques, notamment, et des dirigeants de nombreux groupes de jeunes violents. Simone Gbagbo était le chef de ce groupe et Blé Goudé en était membre. Et nous savons également, d'après les
le compte-rendu de ces réunions que Simone Gbagbo consultait son mari avant de prendre une quelconque action. Madame le Président, nous vous présentons également un autre document qui comprend toutes les références ERN qui confirment ce que nous venons de vous démontrer. Permettez-moi maintenant de parler maintenant d'une structure parallèle par le biais de laquelle M. Gbagbo exerçait un contrôle sur les miliciens. Il s'agit de la structure des FDS. À l'écran, vous pouvez voir les 5 branches des FDS qui ont participé à la commission des crimes. Excusez-moi, oui. Pardon de vous interrompre. Madame le Président, la Défense souhaiterait savoir l'origine de ces pièces, si ça a été constitué par le bureau du procureur. Et plus généralement, la Défense s'étonne du procédé qui consiste à amener des pièces en dernière minute, en particulier des organigrammes qui auraient dû être présentés logiquement au début de la présentation des preuves du procureur. Mais en tout cas, nous souhaiterions savoir ce que sont ces pièces. Elles ne nous ont pas été divulguées. Je vous remercie. Madame la Présidente, premièrement, l'accusation s'appuie uniquement sur des éléments, sur sa liste des éléments en charge, tels que mentionnés par mon collègue. Toutes les références seront fournies. Il s'agit d'une présentation PowerPoint au soutien de notre présentation finale orale, et c'est suite à la demande de la Chambre elle-même que nous fournissons dès maintenant. On avait l'option de le faire à l'écrit. On s'est dit, pourquoi pas prendre les devants, le faire ici, dans cette enceinte. Alors, n'ayez crainte, il n'y a pas de surprise, on n'a pas inventé, on s'est basé sur les éléments en charge. Je vous remercie. Je vous remercie, vous pouvez continuer, s'il vous plaît. Thank you, Your Honor. Monsieur Galmetzer, merci Madame la Présidente. La deuxième structure montre la structure des FDS qui comporte 5 unités qui ont été impliquées dans la commission des crimes. Philippe Mambou, le chef d'état-major, a assuré la coordination des activités pendant le conflit armé, pendant la crise et la violence post-électorale. Et il relevait du président Gbagbo, soit en passant par le ministre de la Défense ou faisait des comptes rendus directement au président. Ensuite, Gilles, the next slide, please. We're having some technical difficulties. Nous éprouvons quelques difficultés techniques et je vous prie de nous en excuser, Madame le Président. Okay. Yeah. This slide shows those units l'on peut voir les unités des FDS dans lesquelles ont été intégrés les jeunes miliciens, notamment ceux qui font partie du cadre orange. En haut à droite, l'on peut voir des encadrés avec le nom de Charles Blé Goudet et Doug Bogley, qui était chargé des jeunes miliciens qui ont assuré la coordination et l'intégration ainsi que l'instruction. Enfin, la dernière diapositive montre comment les mercenaires ont été intégrés dans les FDS. Notamment les unités que l'on peut voir surlignées en vert. Il y a également le nom de ceux qui ont joué des rôles clés dans le recrutement et le financement, ainsi que dans le cadre d'autres tâches. Nous vous fournirons les références ERN pertinentes. Permettez-moi de poursuivre ma présentation. L'accusation se fonde, entre autres, sur le fait que le président Gbagbo, M. Gbagbo, exerçait un contrôle de juré sur les forces pro-Gbagbo. Mais ce faisant, l'accusation n'a pas indiqué qui avait remporté les élections. Dans notre déclaration liminaire, nous avons précisé que, en l'espèce,
l'enjeu n'était pas la partie qui a remporté les élections. L'accusation fait valoir par contre que les forces pro-Gbagbo ont continué à considérer M. Gbagbo comme étant le chef d'État légitime et le commandant en chef des forces armées en application de la loi nationale, ce qui lui a garanti un contrôle sur eux. M. Gbagbo a continué à dépendre des mêmes acteurs étatiques qui étaient au pouvoir avant les élections, ainsi que sur les mêmes structures étatiques et systèmes de pouvoir. Que M. Gbagbo ait remporté les élections ou pas, la même organisation d'État qui existait avant les élections a continué à exercer un pouvoir après les élections, a été utilisé par M. Gbagbo afin d'exécuter la politique et commettre des crimes. S'agissant de la contribution au crime, et notamment la question de la coordination du plan commun, la défense avance qu'il n'existe pas d'éléments de preuve qui démontrent que les réunions de M. Gbagbo avec les membres de son entourage immédiat, ainsi que les réunions des FDS au quartier général ou les autres réunions convoquées par Simon Gbagbo, avaient pour but de mettre en œuvre le plan commun. Or, les éléments de preuve qui ont été débattus lors des audiences de confirmation des charges montrent que ces discussions et ces réunions ont permis à Gbagbo de donner des ordres, l'ordre de déployer l'armée contre les manifestants. C'est lors de ces réunions que M. Gbagbo a ordonné à ses subordonnés de tenir bon à Bobo, d'acheter des armes supplémentaires, de recruter des jeunes miliciens pour les intégrer dans les FDS. Les généraux ont ensuite discuté des ordres reçus de M. Gbagbo et ont discuté de la manière de les mettre en œuvre. Ils ont exécuté les ordres même quand ils n'étaient pas d'accord. Les éléments de preuve démontrent que l'ordre de déployer l'armée contre des manifestants pacifiques n'était pas justifié par la situation sur le terrain et que les généraux des FDS lui ont déconseillé de le faire. Pourquoi? Parce que les manifestants n'étaient pas armés. Quoi qu'il en soit, M. Gbagbo a insisté pour que l'on exécute ses ordres. De la même manière, les réunions convoquées par Simon Gbagbo, y compris les réunions du CNRD, avaient pour but de faire en sorte que M. Gbagbo maintienne le pouvoir. Et nous avons montré cela lors de nos présentations, en particulier la présentation de M. Duterte. Permettez-moi de préciser dans ce contexte que dans la transcription T20, page 24, ligne 11 à 13, la défense a mal cité le compte-rendu de la réunion de Mme Gbagbo. Cela dit, l'ordre du jour précise clairement que c'était une incitation à une réplique pour les FDS à armes réelles. Et dans ce contexte, cette citation est fondamentalement différente. Le témoin P44 résume cela en disant que pendant la crise, tous les dirigeants du LMP étaient très attachés au président. Ils ont soutenu M. Gbagbo dans sa lutte afin de le maintenir au pouvoir. De plus, contrairement à ce que prétend la défense, M. Gbagbo n'a pas seulement tenu 3 réunions avec les généraux des FDS. Selon le témoin P46, pendant la crise post-électorale, il y a eu au moins 10 réunions en la présence du président, auxquelles ont assisté tous les généraux des FDS et certains ministres. Il y a également des éléments de preuve qui montrent que le chef d'état-major de l'armée était en contact constant avec le président et qu'il l'appelait même souvent la nuit, très tard. S'agissant de la question des ordres donnés par M. Gbagbo, l'accusation souhaiterait souligner qu'elle a présenté des éléments de preuve émanant directement des destinataires de ces ordres et des instructions. Non seulement ces personnes peuvent nous fournir des preuves fiables quant à leur existence, l'existence de ces ordres, mais ils peuvent également nous confirmer que les ordres ont été exécutés. La défense, quant à elle, confirme que M. Gbagbo a bel et bien donné des instructions à ses forces. La défense avance que les seules instructions de M. Gbagbo s'agissant de la Bobo étaient, et je cite, de mettre fin
aux actions répréhensibles du commandant invisible à Abobo et de libérer un passage international transitant par Abobo. Voir la transcription T20, page 24, lignes 11 à 13. Les éléments de preuve démontrent que ce n'était pas la seule instruction donnée par M. Gbagbo en ce qui concerne Abobo, mais cette affirmation de la part de la défense corrobore le fait que M. Gbagbo disposait de l'autorité nécessaire pour donner des ordres à ses forces et qu'il était au courant du fait que ces forces disposaient des moyens nécessaires pour exécuter les ordres en ce qui concerne le commando invisible. Let me make a few final remarks in relation to the mode of Quelques liability. remarques au sujet du mode de responsabilité. The prosecution chose to charge L'accusation Mr. Gbagbo a pursuant to choisi Articles 25.3a and 25.3d de porter des accusations à l'encontre de M. Gbagbo en l'application de l'article 25.3a et d, car ces modes couvrent la totalité du comportement criminel de M. Gbagbo. L'accusation fait valoir que la Chambre devrait permettre que le comportement de M. Gbagbo dans son ensemble fasse l'objet de la présente procédure, évidemment en respectant le critère applicable. Cela dit, comme nous l'avons dit précédemment, tous les autres modes de responsabilité, à l'exception de la commission directe en application de l'article 25.3a, sont constitués par les faits et les circonstances compris dans la présente affaire. Cela s'applique également à l'article 28. Dès lors, la question qui a été posée par la défense, par la Chambre à l'accusation permet aux parties de prendre note de ce qui suit. Les parties ont eu l'occasion de formuler des observations et continueront à avoir l'occasion de le faire dans le cadre de leur mémoire en clôture écrit. Par conséquent, l'accusation est d'avis que la Chambre devrait, en plus de confirmer les charges en vertu de l'article 25.3a et d, inclure les charges en vertu de l'article 28. La défense estime que les articles 25.3a et d sont incompatibles, car la même personne ne peut être en même temps auteur principal et complice. Par conséquent, la défense avance que la Chambre ne devrait pas retenir les charges en vertu de l'article 25.3d si elle est persuadée que l'accusation a satisfait aux critères à la charge en vertu de l'article 25.3a. Or, il n'appartient pas à la Chambre de se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence de l'accusé. C'est à une chambre de première instance de statuer sur ce point. Deuxièmement, du point de vue juridique, tous les modes de responsabilité restent ouverts à la discussion, et ce, pendant toute la procédure. C'est pourquoi les articles 74.2 et le règlement 55 autorisent la Chambre de première instance de procéder à une requalification juridique des faits et circonstances, et ce, jusqu'à la fin du procès, sous réserve de respecter les principes de procès équitable et de diligence du procès. Troisièmement, nous estimons qu'il est de l'intérêt de la défense de promouvoir les principes d'un procès équitable, que la défense bénéficie d'une notification rapide que d'autres modes de responsabilité pourraient être envisagés par la Chambre. Voilà qui met fin à ma présentation. Je redonne la parole à mon collègue, M. MacDonald. Madame la Présidente, honorable juge, je vois qu'il nous reste environ 5 minutes. Je demanderai peut-être l'indulgence de la Cour si jamais je ne rentre pas dans les 5 minutes, mais je crois que je vais y arriver. Ceci m'amène à mentionner, comme y a fait référence mon collègue, qu'il y aura des conclusions écrites et que celles-ci, théoriquement, je crois, sont limitées à 20 pages. Alors j'inviterai peut-être la Chambre, je fais cette demande à cette étape-ci, de nous permettre d'étendre, et je laisse le tout à la discrétion de la Chambre, mais d'une dizaine à 20 pages environ,
ces 20 pages pour qu'on puisse évidemment revenir un peu plus en détail sur certains des éléments qui sont au cœur de cette affaire. L'accusation rappelle que M. Gbagbo est accusé d'avoir, en tant que co-auteur indirect ou, alternativement, d'avoir contribué à la commission du meurtre d'au moins 166 personnes, le viol de 34 femmes et jeunes filles, au moins, et le fait d'avoir infligé à 94 personnes au moins des atteintes graves à l'intégrité physique et de grandes souffrances, ou, à titre subsidiaire, d'avoir attenté à leur vie. En outre, M. Gbagbo doit aussi répondre du crime contre l'humanité de persécution pour des motifs d'ordre politique, national, ethnique et religieux à l'encontre d'au moins 294 victimes. Et encore une fois, pour chacun des incidents, nous avons pris la fourchette basse. Madame la Présidente, honorable juge, l'accusation a fourni les preuves à l'appui de ce qu'elle avance. L'accusation s'appuie sur des déclarations de témoins initiées. L'accusation s'appuie sur des déclarations de témoins victimes. L'accusation s'appuie sur des témoins oculaires. L'accusation s'appuie également sur des extraits ou des enregistrements vidéo et aussi sur des rapports d'ONG et des Nations unies. L'accusation se fonde aussi sur des éléments de preuve documentaires et informatiques qui ont été saisis, y compris des documents dans la résidence et le palais présidentiel de M. Gbagbo. La défense peut bien alléguer que nous aurions dû faire ceci ou encore enquêter cela. Mais un fait demeure, ce n'est pas la quantité qui compte, mais bien la qualité de cette preuve. Nous vous remercions de votre attention. Je vous remercie. Nous allons maintenant suspendre l'audience pendant 30 minutes et nous reprendrons à 16 heures. All rise, vous vous levez.